Bonjour, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Maxime Trocmé, je suis en charge de l'animation du lab Recherche Environnement. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier événement à l'Archipel. Enfin, je dis que je suis très heureux, mais je pense que je partage cette joie avec Rosa qui a organisé l'événement d'aujourd'hui. Je voulais vous rappeler un petit peu la nature du lab. Le lab Recherche Environnement, c'est un partenariat entre Vinci et trois grandes écoles d'ingénieurs. D'abord avec l'école des mines de Paris, avec qui on travaille sur les questions d'efficacité énergétique des bâtiments, également d'éco-conception des bâtiments. Partenariat également avec l'école des ponts, qui travaille sur les questions de mobilité durable et également sur les questions d'éco-conception d'infrastructures de mobilité. Donc ça va être notamment une partie du sujet du jour. Et puis enfin AgroParisTech, qui eux ont en charge le sujet de la biodiversité, que ce soit la biodiversité en ville ou sur les grands projets d'infrastructure. C'est un mécénat scientifique, les résultats sont accessibles à l'ensemble des acteurs du BTP. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne connaissez pas encore, à aller consulter notre site internet labrechercheenvironnement.org, sur lequel on peut suivre l'intégralité de l'avancement des travaux. Alors c'est un dispositif qui est très ouvert, dispositif qui associe largement les salariés de Vinci, et notamment à travers les groupes miroirs qui suivent la vingtaine de travaux en cours. Et donc ces groupes miroirs, ils permettent de donner une dimension très applicative qui est recherchée par nos partenaires de recherche, en fournissant bien souvent des bâtiments, des infrastructures comme des terrains d'expérimentation. Et donc cette dimension très applicative qu'on donne à nos travaux de recherche, on l'a renforcée dans la séquence actuelle du lab avec le lancement d'un programme qui s'appelle Recherche et solutions et qui vise à étudier des solutions vertes qui sont développées par le groupe, comme par exemple le lien entre la power road et l'efficacité énergétique des bâtiments, comme le génie écologique avec Ecovivo, la desserte aéroportuaire avec Vinci Airport. On a une dizaine de travaux de recherche qui sont menés dans ce programme. Aujourd'hui, on vous présente une solution qui est développée par Vinci Construction depuis 2008 et qui va faire l'objet... Pardon 2018, pardon, c'est vrai que... depuis 2018 et qui va faire l'objet d'un post-doctorat justement dans le cadre du lab, dans le cadre de ce programme recherche et solutions. Donc la solution, c'est Recyclable Formwork. Et donc c'est une solution qui met en œuvre de façon très concrète l'impression 3D. Alors l'impression 3D, on en entendait parler il y a quelques années comme une technique, une technologie qui allait permettre de libérer la créativité des architectes, des designers. Et on avait vu des premiers essais, par exemple sur des poteaux structurels, des premiers essais sur du mobilier urbain. Et on en a de plus en plus également sur des chantiers, sur des chantiers de bâtiments, des chantiers d'infrastructures, parce que l'impression 3D, ça permet un gain de temps, ça permet un gain de matière, et donc ça permet de travailler sur l'amélioration de la productivité, de la sécurité, et c'est le sujet du jour également, enfin on va voir en tout cas avec les présentations, ça permet aussi de réduire l'impact environnemental des objets qu'on construit. Alors pour traiter le sujet aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nicolas Medge, qui dirige ISC, l'entité d'ingénierie de Vinci Construction France TP en Île-de-France, et puis Sébastien Metnaz, qui vient de terminer sa thèse de CIFRE, donc docteur Metnaz, qui va depuis une semaine. Qui va nous présenter la technologie. Mais on va commencer peut-être avec Nicolas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la jeunesse du projet ? Ça marche. Bon. En théorie, ça marche. Ça a failli marcher. Bon. J'appuie sur... Ah, le gros audio. Pardon. Merci Maxime pour l'invitation. On est ravis avec Sébastien de venir vous parler de notre projet. Juste pour représenter un tout petit peu le contexte, donc je dirige ISC, qui est un bureau d'études structure et méthode pour les travaux publics d'Île-de-France. Donc le but, c'est de sortir les plans pour que le chantier puisse construire. Donc on a souvent la tête dans le guidon, on est très proche des chantiers. Et c'est quand même aussi important de prendre un peu de recul et puis de se poser des questions sur où on va, ou en tout cas de réinterroger nos pratiques quotidiennes, puisque, comme Maxime l'a dit, il se passe quand même des choses tout autour de nous.
on voit des nouveaux outils, on se demande comment on peut s'en servir. Donc 3 ans et demi en arrière, on a senti que c'était peut-être le moment de s'inscrire dans un temps un petit peu plus long pour réfléchir à tout ça. C'est vrai que d'habitude, on a une idée, on prend un stagiaire PFE pendant 6 mois, on a un beau rapport de stage à la fin, puis après, on oublie un peu le truc parce que le stagiaire est parti, ou en tout cas, on a remis la tête dans le guidon. Donc voilà, l'idée, c'était de se dire, prenons un petit peu plus de temps, on va vraiment creuser un sujet. On a eu la chance de faire la rencontre du laboratoire Navier à l'école des ponts, qui était aussi à ce moment-là en train de créer un peu ce qu'ils ont appelé la plateforme Build-in, où en tout cas, pour le dire avec mes mots, ça permet de rassembler toutes les forces vives autour de la robotique, de sujets d'impression, etc. Donc on s'est dit, tiens, ça c'est quand même des sujets qui nous intéressent. Et puis voilà, ça va être l'occasion de se connecter au monde universitaire, que eux puissent apporter un peu leur savoir-faire, on va dire théorique, puisque nous maintenant on fait plus que du Excel, hein. On ne sait plus ce qu'est une équation. Mais nous, en contrepartie, ils ont trouvé intéressant qu'on apporte aussi notre côté opérationnel, la réalité du terrain. Et donc, voilà, on a on a recruté Sébastien pour monter une thèse chiffre. Et puis, on ne savait pas trop où on allait, parce qu'on s'est dit, à 3 ans, il va falloir qu'on trouve un bon sujet. Donc, on savait qu'on voulait travailler sur le béton armé, c'est quand même ce qu'on fait au quotidien. Nous, on est bureau d'études structure, donc c'est voilà, les sujets qui nous tenaient à cœur, c'est comment on optimise la matière, comment on travaille avec des nouveaux outils, voilà, pour gagner en productivité. Je pense que c'était ça l'objectif initial. Merci pour l'intro. Et donc, prochaine question. Pour Nicolas, les enjeux métiers, justement, tu as commencé à le dire, hein, quels sont les enjeux métiers auxquels répond votre solution? Et puis pour Sébastien, les enjeux techniques et scientifiques qu'il y a derrière Recyclable Formwork. Donc je vais peut-être dire des choses que tout le monde connaît, mais on sait très bien que l'industrie de la construction, en termes de productivité, elle est assez stagnante. On utilise toujours les mêmes outils depuis 50 ans. Même si on voit justement quelques petits robots, on est encore loin de les voir sur nos chantiers. On a des soucis de sécurité, puisqu'on a encore, alors pas que chez Vinci, mais en France, 115 morts sur des chantiers, ça fait beaucoup en 2020. Et puis, voilà, parfois des problèmes de qualité. Mais évidemment, l'enjeu qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le challenge environnemental du béton armé. Donc, je pense que voilà, les chiffres sont assez parlants, mais 5 à 8% des émissions de gaz à effet de serre. On a aussi évidemment l'utilisation de ressources naturelles. Et alors notre but, c'était évidemment pas de travailler sur le matériau, on laisse ça à Exégie. Nous, on veut juste une résistance, mais c'était de dire voilà, comment on fait pour économiser de la matière, parce que, pour reprendre la phrase de Paul, le meilleur béton et le meilleur acier, c'est celui qu'on ne met pas en œuvre. Enfin, en tout cas, c'est le plus écologique, ça c'est sûr. Et donc, voilà, Sébastien, il arrive dans ce contexte-là et on lui dit « Débrouille-toi, tu as 3 ans, mais tu nous trouves des solutions. » Alors, juste un petit mot, puisque au début de la thèse, on s'est quand même dit, on a essayé quand même de débroussailler le sujet, et on s'est dit, purée, nos anciens, ils étaient quand même... ils faisaient des trucs qui étaient assez optimisés. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on voit plus trop ces formes assez pures? Est-ce que les règlements ont vachement évolué? Du coup, on met beaucoup plus de sécurité. Pourtant, eux, ils n'avaient pas de robots, ils avaient exactement les mêmes outils que nous, et ils faisaient des choses qui étaient assez cool. Et alors, j'imagine qu'on est encore capable de le faire, mais évidemment, il y a un paramètre important, c'est le coût de la main-d'œuvre. Et on sait que le béton armé, c'est évidemment de la matière, du béton, des aciers, mais c'est un moule. On coule dans un moule, et le moule, il coûte cher, parce que c'est des hommes qui vont le mettre en œuvre. Qu'on soit en préfabrication ou coulé sur place, il va falloir faire un moule. Et le moule coûte trop cher aujourd'hui, donc il faut simplifier le moule. Donc on simplifie les formes, tout simplement. Maintenant, j'en reviens à Sébastien, comment on fait pour simplifier, en gros, pour que le coût du moule, on arrive à le réduire pour justement travailler sur la partie matière. Du coup, il y a
je pense que vous l'avez compris, il y a un peu deux questions dans le sujet de départ qui étaient la première, comment on optimise les formes. Donc là, dans ma thèse, on s'est concentré sur un objet qui sont les poutres, mais on pourrait réfléchir à d'autres. Et puis après, comment on fabrique ces formes optimisées de manière économique, donc avec des outils de production actuels, donc en utilisant l'automatisation, la robotisation, etc. Le cadre, comme on est dans le cadre d'une thèse avec un partenariat industriel, c'est de pouvoir avoir des applications à court terme, en tout cas à moyen terme. Et donc le point de départ, c'était de se fixer pour objectif de développer une méthode d'optimisation qui soit conforme aux normes actuelles, donc aux Eurocode, pour qu'elle puisse être implémentée sur les chantiers assez rapidement. Et donc finalement, ma position en arrivant en début de thèse et avec ma formation d'ingénieur structure, c'est de me dire, ok, aujourd'hui, comment est-ce qu'un ingénieur structure calcule une poutre en béton armé vis-à-vis des Eurocodes? Généralement, il y a deux étapes. Une première qui consiste à calculer les poutres vis-à-vis de la flexion. Donc on va essentiellement dimensionner les aciers longitudinaux. Mais en fait, c'est un domaine dans lequel il y a peu de potentiel d'optimisation. Voilà. Et en revanche, quand on va calculer les poutres vis-à-vis de l'effort tranchant, là, on s'est vite aperçu qu'il y avait un potentiel d'optimisation assez fort. Alors, sans rentrer trop dans les détails, ce qui est intéressant, et ça fait un peu le lien avec la slide que Nicolas a présentée sur le passé du béton armé, l'histoire du béton armé, c'est que le modèle qui est utilisé dans l'Eurocode pour calculer des poutres en béton armé, c'est un modèle qui date du début du XXe siècle et qui est basé sur un principe très simple qui est un peu le même que les poutres treillis métalliques. On va considérer que le béton armé va transmettre les efforts avec un modèle treillis. Donc on a des parties en béton qui vont jouer le rôle des diagonales, exactement comme sur la passerelle en acier que vous voyez en dessous, et les aciers qui vont jouer le rôle de tirant ou des montants, donc les parties verticales sur cette passerelle. Et donc finalement, on va pouvoir dimensionner une poutre en béton armé, un petit peu, ça c'est un peu le principe derrière le code, exactement comme une poutre treillis métallique. On va dimensionner d'une part le béton pour reprendre une compression, et d'autre part les aciers d'effort tranchant. Et sur le béton, en fait, quand on regarde la formule de l'Eurocode, alors je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais on voit qu'il y a des données géométriques et des données matériaux, mais on a du mal à donner une signification physique à cette formulation. Et donc, ça a été un peu l'objet de la thèse, d'essayer de comprendre comment on fait le lien entre le modèle qui est à la base des Eurocodes et l'écriture de ce modèle dans l'Eurocode, qui est un petit peu incompréhensible. Et donc, on a pu faire un travail où on cherche à créer une relation entre la résistance à effort tranchant de ce qu'on appelle les bielles de béton, donc la partie en béton, et les données géométriques de la poutre en béton armé. Et donc je vous passe un petit peu, il y a eu, c'est des développements de recherche, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement la résistance à l'effort tranchant des bielles de béton, elle est liée directement au produit de la résistance à la compression du béton et de la largeur des bielles, qui correspond à la largeur des poutres, et de la hauteur de ces bielles. Donc finalement, on peut réécrire la hauteur des bielles à partir de la résistance à l'effort tranchant, ou plutôt des efforts sollicitants et des autres données que je vous ai données. Et puis du coup, on va pouvoir chercher à optimiser cette hauteur de bielle. Et quand on optimise la hauteur de ces bielles, en fait, c'est là qu'on revient à vraiment formaliser ces bielles et à réaliser des vraies poutres treillis, comme on les fait dans le cas de poutres métalliques. Donc là, on a vraiment, c'était un peu l'objet de la recherche, de vraiment tisser le lien entre le modèle dont on sait qu'il est à la base des Eurocodes et une formalisation, un dessin de ce modèle qui est un peu perdu dans les Eurocodes actuels parce qu'ils sont écrits pour simplifier le travail des ingénieurs, mais sans chercher à donner un sens aux formules qui sont présentes dans cet Eurocode. Et donc tout l'intérêt de ces poutres ici, c'est qu'elles vont évidemment économiser une certaine quantité de béton. Et puis comme on va mettre moins de béton, elles vont être plus légères. Donc il va y avoir des gains indirects sur l'ensemble de la structure, puisqu'on va pouvoir chercher à optimiser ce qui va supporter les poutres, donc les voiles, les poteaux, les fondations. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément énormément estimé pour l'instant. Mais avec des formes comme ça, on va pouvoir faire passer des gains techniques à travers les évidements des poutres. Donc potentiellement, on pourra gagner en hauteur structurelle sur des bâtiments, ce qui veut dire que pour une hauteur de bâtiment donnée, on pourra peut-être avoir plus de surface de plancher, ou inversement, pour une surface de plancher donnée, on va pouvoir réduire la hauteur d'un bâtiment, ce qui veut dire qu'on va économiser de la matière sur toutes les façades, etc., où on pourra avoir encore des gains. Alors,
en termes d'optimisation, ce qu'on a cherché à faire derrière, c'est d'estimer un peu justement les gains de béton qu'on peut faire grâce à ce système et à cette méthode d'optimisation. Donc on a fait une étude paramétrique où on va calculer des poutres en béton armé de deux manières. D'une part avec un calcul traditionnel, donc on va calculer des poutres pleines qui ont une masse notée, que là on a noté MTR, et puis des poutres optimisées avec la méthode d'optimisation que je vous ai présentée juste avant. On a fait un calcul pour des cas de charge, enfin pour des poutres avec des cas de charge de bâtiments de type logement, mais on pourrait le refaire avec d'autres cas de charge. Et puis on va faire le calcul pour toute une gamme de portées et de lancements, donc avec des portées voilà, qui vont de 6 à 15 mètres et des élancements de L sur 10 à L sur 12. Et on trace sur le graphique que vous voyez à l'écran le ratio entre la masse des poutres optimisées et la masse des poutres traditionnelles pour chaque coupe portée et lancement. Donc, donc sur le graphique, plus les points sont petits et clairs, plus ce ratio est faible et plus en fait les gains de béton sont importants. Donc il y a une petite gymnastique à faire. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a du coup les gains qu'on estime sont hyper importants puisqu'ils vont de l'ordre de 24 à 64%. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que là, c'est des gammes de portée de lancement qui sont très larges. Si on se concentre sur un domaine de portée plus typique en bâtiment, donc avec des portées de l'ordre de 6 à 9 mètres et des lancements de L sur 10 à L sur 12, on a des gains qui sont un peu moindres, mais qui restent hyper intéressants puisqu'on va jusqu'à des gains de presque 60%. Maintenant, la question, c'est tout ça, c'est très joli, c'est sur le papier, c'est théorique, mais il faut une méthode pour fabriquer ces poutres qui ont une forme plus complexe et donc a priori beaucoup plus coûteuse en temps et en argent que des poutres pleines où, comme l'a dit Nicolas, il suffit de faire des formes rectangulaires très simples à faire et très rapides et très low-tech. Et donc ça a été l'objet un peu de la deuxième partie de la thèse qui était de développer une méthode de fabrication qui soit adéquate avec pour objectif de ne pas utiliser les méthodes un peu conventionnelles qu'on pourrait utiliser dans ce cas-là, qui serait d'utiliser des moules polystyrène ou des moules en bois pour lesquels on a des taux de réutilisation qui sont très faibles, donc on va générer plein de déchets, et qui sont des méthodes assez manuelles, donc assez chronophages, et donc pas du tout adaptées à de l'optimisation, à du sur-mesure. Et donc on a cherché à développer une méthode qui permette deux choses. D'une part, de faire du sur-mesure pour aller vraiment chercher les gains de béton, enfin les plus grands gains de béton possibles, et de s'adapter à chaque situation. Et puis d'autre part, encore une fois, d'économiser, enfin de ne pas produire de déchets, de faire en sorte que le procédé de fabrication soit le moins impactant possible. On avait deux solutions, je vais en présenter qu'une, mais je parle rapidement de la première. C'est soit d'imaginer des coffrages qui soient collaborants, donc par exemple avec de l'impression béton, où on imagine que les coffrages en béton vont aussi pouvoir apporter une résistance structurelle et on pourrait les prendre en compte dans le calcul. Donc on a fait un prototype avec cette méthode, mais aujourd'hui les coffrages béton, enfin l'impression béton, il n'y a pas de normes, on ne sait pas encore comment les prendre en compte dans le calcul. Donc c'est quelque chose qui va encore prendre du temps, même si la recherche sur l'impression béton se développe très vite. Mais donc on est plutôt ensuite parti sur la deuxième option, qui est de faire des coffrages qui seront recyclables à l'infini pour éviter une production de déchets. Donc l'idée qu'on a eue, qui était un peu cadrée aussi à partir des équipements de la plateforme Building que Nicolas a présenté, donc, dont dispose l'école des ponts, c'était de venir imprimer des moules en argile directement sur un fond de coffrage traditionnel. Donc ça peut être un coffrage métallique qui va être utilisé pendant 10 ans. Et l'argile qu'on va imprimer, comme on ne va pas la cuire, on va pouvoir la réutiliser parce que dès qu'elle va sécher, on va pouvoir la reconcasser, la remélanger avec de l'eau et la remettre dans un procédé d'impression. Donc là, vous avez une vidéo de la fabrication du prototype. Donc là, on est juste en train de préparer le fond de coffrage, donc qui est en bois, mais encore une fois, ça peut être un coffrage métallique. Et là, vous voyez l'impression des moules en argile directement sur le fond de coffrage à l'aide d'un robot, d'un bras industriel. Et là, c'est un système d'impression qui est basé sur l'utilisation de cartouches, donc qui sont assez chronophages parce qu'il faut les remplir au fur et à mesure, mais on peut tout à fait avoir un système continu. Et après, on vient remplir les moules de sable pour reprendre la pression du béton à l'état frais, insérer les cages d'armature qui sont des cages tout à fait traditionnelles. Il n'y a aucun travail, enfin aucune différence entre les cages d'armature des poutres optimisées et des poutres conventionnelles. Et puis, on vient couler le béton. Et donc, vous avez voilà, une photo de la poutre une fois terminée. Alors on ne va pas le présenter ici, mais on a réalisé des essais sur ces poutres et on obtient exactement les mêmes résistances que les poutres pleines avec la méthode d'optimisation.
donc ça marche. Voilà un peu pour les deux aspects optimisation et fabrication qui ont été développés. Effectivement, la question qui se pose après, c'est sur les impacts environnementaux. On fait tout ça pour réduire les impacts. Comment vous faites pour les mesurer? Ouais, bon, alors effectivement, il y a, en fait, la vraie question, c'est le procédé qu'on a développé. Même s'il permet d'économiser du béton, c'est un procédé qui est beaucoup plus high-tech que les procédés conventionnels où, encore une fois, on a juste un coffrage qui est réutilisable pendant 10 ans et dans lequel on vient couler du béton. Donc se pose la question de est-ce que l'énergie finalement qu'on met dans la méthodologie de fabrication, elle ne va pas venir contrebalancer les gains environnementaux faits grâce aux réductions de béton. Et donc pour analyser pour faire cette évaluation, on utilise la méthode d'analyse de cycle de vie, donc qui va nous permettre de mesurer les impacts environnementaux du procédé de fabrication sur tout un tas d'indicateurs. Et on vient surtout comparer le procédé qui a été développé, qu'on imagine pour l'objet de l'analyse de cycle de vie dans un cadre de préfabrication industrielle, parce que ça n'aurait pas de sens de s'imaginer dans un contexte laboratoire où on a une productivité qui n'est pas du tout celle d'une productivité industrielle, avec un procédé de référence qui, dans ce cas-là, on a imaginé, on s'est comparé par rapport à une poutre qu'on viendrait préfabriquer sur chantier, donc avec un moule bipoutre posé au sol, on vient couler le béton et puis on vient lever la poutre et la mettre sur chantier. Donc ça, c'est un peu le point de départ pour l'analyse environnementale. Et puis, il y a plein de questions qui se posent sur la modélisation des deux procédés qui sont très différents, puisque d'une part, dans le procédé optimisé, on va avoir une consommation d'argile qu'on n'a pas dans le cas de la fabrication de la poutre traditionnelle. On a, je l'ai déjà dit, mais beaucoup plus d'énergie qui est mise en œuvre, d'une part pour la consommation énergétique des robots, des machines, mais aussi parce qu'en général, en préfabrication, on va étuver les poutres pour avoir des gains de productivité. On va avoir des distances de transport qui sont très différentes, parce que dans le cas d'une poutre traditionnelle, vous allez transporter le béton de la centrale à béton sur chantier avec un camion toupie et les armatures, d'abord des aciéries vers les armaturiers, puis des armaturiers vers votre chantier, alors que dans le cas des poutres optimisées, on imagine que tout va se faire en usine. Dans l'usine de préfabrication va produire son propre béton, va assembler elle-même ses cages d'armature, et c'est la poutre pleine qui va être transportée sur chantier. Donc ça fait des vraies différences, surtout dans le contexte français où les usines de préfabrication maillent beaucoup moins bien le territoire que les centrales à béton. Et puis surtout, la vraie question, j'en ai pas trop parlé lors de la fabrication, mais on a d'une part des volumes de béton qui ne sont pas les mêmes dans le cas de la poutre pleine et dans le cas de la poutre optimisée. Et puis une formulation de béton qui va être très différente parce que à cause des formes très fines qu'on a pour les poutres optimisées, on est obligé d'utiliser un béton autoplaçant, qui est un béton beaucoup plus fluide. Et pour avoir cette fluidité, on a forcément plus de fines, donc notamment plus de ciment, et donc généralement des bétons qui ont un impact environnemental plus élevé par volume de ciment. Donc déjà, je ne vais pas en parler, pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une méthode qui a été développée pour sélectionner les bonnes formulations de béton pour les deux procédés de fabrication vis-à-vis de critères environnementaux. Et puis après, donc, on a réalisé l'analyse de cycle de vie pour comparer les impacts. On l'a fait pour... l'analyse, en fait, on l'a conduite pour plein de scénarios, dans l'idée d'essayer de capter tous les paramètres qui peuvent jouer, qui sont la portée, le chargement, etc., qui, in fine, se retrouvent dans deux paramètres, métaparamètres, qui sont les gains de béton, qu'on va avoir dans la poutre optimisée par rapport à la poutre pleine, et le ratio d'armature, mais qui théoriquement est le même dans les deux poutres, mais qui va quand même avoir une influence forte sur les résultats. Donc là, je vais juste présenter deux scénarios qui sont un peu caricaturales et qui permettent de faire des conclusions un peu sur tout le spectre de l'étude. Dans le cas d'une poutre qui serait très fortement sollicitée, donc on va avoir des gains de béton assez marginaux et des ratios d'armature très élevés. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est quand même le béton et l'acier qui sont responsables de la majeure partie de l'impact environnemental des poutres pour presque tous les indicateurs. Mais on note quand même qu'on a deux procédés qui vont avoir un impact secondaire mais qui n'est pas négligeable, qui sont les transports et la fabrication de la poutre optimisée en usine. En revanche,
et c'est quelque chose qui valide un peu le procédé de fabrication. Enfin, l'idée de l'impression d'argile, en tout cas, c'est qu'on ne voit pas l'impact de l'argile. Alors, c'est aussi lié au fait qu'on suppose qu'on peut la recycler à hauteur de 95%, mais ça, c'est une hypothèse qui est assez vérifiée. Et puis, mais ça, on s'en doute un peu, il n'y a quasiment aucun impact du levage des poutres, enfin, donc de la mise en place sur chantier. Mais par contre, ce qu'on voit, les différents indicateurs. Alors, c'est vrai qu'on j'ai pas mis les, ça a pris beaucoup de place, mais pas mis les, enfin, il n'y a que les acronymes. Mais sur la gauche, vous avez deux indicateurs qui représentent le changement climatique. Donc, c'est long terme et court terme, mais en général, on a grosso modo les mêmes répartitions d'impact sur ces deux indicateurs. Peut-être un indicateur qui est intéressant, où vous voyez que la poutre optimisée a beaucoup plus d'impact que la poutre pleine, c'est l'indicateur des radiations ionisantes. Ça, c'est simplement lié au fait que pour la poutre optimisée, on utilise beaucoup d'énergie électrique qui, en France, est produite essentiellement à partir du nucléaire. Et donc, vous avez des impacts de la production d'électricité à partir du nucléaire. Après, ce qu'il faut voir, c'est que là, on regarde des impacts au niveau, ce qu'on appelle mid-term. Donc là, les impacts, ça va être des émissions de gaz à effet de serre, ce genre de choses, mais on ne regarde pas l'impact final en termes de dommages sur la santé humaine ou sur les écosystèmes. Donc, par exemple, l'impact des radiations ionisantes, en fait, ça a peu d'impact final sur la santé humaine, par exemple. Je reviens à l'analyse des impacts. Ce qu'on voit, tout simplement, c'est que dans le cas d'une poutre qui est fortement sollicitée, finalement, la poutre optimisée a globalement plus d'impact que la poutre pleine. Et ça, c'est essentiellement dû aux transports qui ont un rôle un peu différenciant parce qu'il y a beaucoup plus de distances de transport dans le cas des poutres optimisées que les poutres pleines. Et ça, peut-être que Nicolas reviendra dessus à la fin, mais ça nous donne un peu des pistes de réflexion pour la suite. Maintenant, si on s'intéresse à des poutres dont on estime qu'elles vont être beaucoup plus intéressantes, donc dans le cas où elles seraient faiblement sollicitées, on va pouvoir avoir des gains de béton importants et des ratios d'armature assez faibles, donc un impact des armatures sur l'impact global des poutres assez faible, et on voit qu'on a des gains tout à fait intéressants, et notamment une réduction de l'impact de l'ordre de 40% pour pratiquement tous les indicateurs, dont l'impact sur le changement climatique. Et finalement, la conclusion de tout ça, c'est bien de dire que le procédé de fabrication et donc derrière le principe de ces poutres optimisées permet effectivement de réduire l'impact environnemental des poutres en béton armé dès lors qu'on a des gains de béton suffisamment importants. Voilà un petit peu les enjeux. Merci beaucoup. Et Nicolas, du coup, les perspectives? Alors, donc Sébastien, il a soutenu la semaine dernière, et c'est bon, il est docteur de l'école des ponts, mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. On a réussi à on a présenté à la SGP lors d'un appel à projet innovant ce projet-là, et il a été lauréat. Donc la SGP va nous aider à le mettre en œuvre à l'échelle 1 sur une gare du Grand Paris. On a sélectionné la gare de Palaiseau. Alors l'archi voudrait qu'on cache la poutre, ce qui est un peu dommage parce que quitte à faire une inno autant qu'on la voit, mais bon, c'est pas encore gagné, mais c'est pas grave, on prendra des photos pendant le chantier. Et au sein d'un chantier TP en Île-de-France, on voudrait aussi, alors peut-être pas tout le parking, mais au moins une ou deux poutres, pouvoir aussi le réaliser à l'échelle 1. Voilà, donc ça c'est vraiment de pouvoir passer dans l'opérationnel. Évidemment, on ne va pas se le cacher, faire une poutre avec des trous, pour l'instant, ça coûte plus cher que de ne pas faire de trous. Mais au moins, on a la conscience tranquille vis-à-vis des indicateurs dont parlait Sébastien. Comme on a vu que le transport, en tout cas la préfabrication, qui en général, on se dit, tiens, c'est une bonne idée, oui et non, parce qu'on transporte souvent la matière sur des distances plus longues. Donc, pourquoi pas réfléchir à de la préfa foraine? On met des robots dans un container. À l'entrée, on pousse du béton et de l'acier. Et en sortie, on a des belles poutres optimisées qu'on n'a plus qu'à poser sur chantier. Pourquoi pas? Voilà, c'est des choses sur lesquelles on a envie de réfléchir. Comme le disait Maxime, on poursuit, enfin le lab nous accompagne pour qu'on aille tirer encore ces poutres, regarder si on peut mettre...
comment dire, enfin vraiment la triturer, regarder de la précontrainte, regarder si on met des aciers, enfin justement pas des aciers, mais plutôt des barres en composite, comment on peut tirer le meilleur de cette poutre pour vraiment réduire encore son impact, en travaillant aussi sur les formulations de béton. Voilà, c'est des choses qu'on va continuer à faire. Pour que à l'avenir, voilà, on puisse avoir. Alors là, elles sont toutes pareilles, mais le but c'est bien de rendre chaque poutre, on va dire, unique en fonction de ses sollicitations. Mais pourquoi pas des bâtiments qui seraient vachement plus économes en matière, ou même, évidemment, ça pourrait être des ouvrages d'art. Voilà, on retrouve un petit peu les images du début, même si c'était des formes voûtées sur les anciens ponts. Voilà, on retrouve un peu quand même de cette volonté de mettre la matière au bon endroit. Bon, c'est qu'une image de synthèse, mais bientôt. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à une séquence de questions. Si quelqu'un a envie d'en savoir plus, il y a la première question au premier rang. Peut-être présente-toi. Oui, bonjour, Paul Vidil, Soletange Bachy. Question, alors j'en avais deux pour commencer, mais après je passerai aux autres qui ont des questions. Une question sur les flèches. Est-ce que vous avez regardé l'incidence? Parce qu'évidemment, vu que c'est beaucoup moins rigide, qu'est-ce qu'on perd en flèche et est-ce que ça peut, et quels sont les cas où ça peut être rédhibitoire finalement d'être trop souple? Et l'autre, c'est vous disiez collectivement qu'on mettait les mêmes cages, mais est-ce que comme il y a moins de poids propre, est-ce qu'on pourrait mettre moins d'acier et ce serait encore plus vertueux, évidemment, vu qu'on mettrait moins d'acier? Merci. Je réponds. Alors sur les flèches, effectivement, c'est un phénomène qu'on observe. Donc là, on n'en a pas du tout parlé, mais on a fait des essais sur 8 prototypes, portés 3 mètres, et avec des poutres qui avaient des gains de béton de l'ordre de 30%, et on observe des flèches, enfin une raideur des poutres qui est inférieure de 20%, des poutres optimisées par rapport aux poutres pleines. Donc effectivement, il y a une vraie incidence. Après, pour l'instant, on n'est pas encore capable de mesurer cette incidence pour... Enfin, on n'a pas de modèle qui nous permette de calculer les flèches, mais c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on développe. Après, peut-être que Nicolas, tu saurais mieux répondre que moi sur les cas dans lesquels ça serait rédhibitoire. J'ai l'impression qu'en béton armé, généralement, on dimensionne... Enfin, c'est plus le LU qui est souvent dimensionnant, mais... Oui, enfin, en tout cas, on est rarement dimensionné à la flèche quand même. Au pire, il faudrait mettre des contre-flèches. Il faut dire que grâce à ces évidements, on a tout intérêt aussi à augmenter la retombée de poutre, puisque du coup, quelque part, ça ne nous coûte pas très cher d'augmenter l'inertie. Donc peut-être un moyen de compenser la perte de raideur. Et les cages d'armature, c'était vraiment l'idée de partir d'une cage de base et de dire où est-ce qu'on met les trous. Mais effectivement, si le poids propre, et notamment dans le génie civil, on peut imaginer qu'on a des gains qui sont associés évidemment à la diminution du poids propre. Mais alors, effectivement, au génie civil, je pense que c'est le cas. Par contre, en bâtiment, sur l'étude paramétrique qu'on a faite, en fait, on tient compte du poids propre dans le calcul des poutres et on voit quasiment pas de différence. Mais je pense qu'en génie civil, effectivement... Bonjour, Salvador Liena de Vinci Construction France. Alors, à la fin, vous disiez, alors je ne sais pas si c'était une plaisanterie ou pas, que la poutre coûtait plus cher que pleine. Alors, je ne sais pas si c'était une plaisanterie ou si c'était réel. Et est-ce que c'est réel parce qu'aujourd'hui, on en est au stade de prototype et qu'une fois qu'on aura industrialisé, on arrivera à avoir un gain économique? Parce qu'avoir un gain sur la matière, c'est une chose, mais il y a aussi le gain économique. Si on n'a pas de gain économique, c'est un peu dommage, quoi. Eh ben, non, c'était pas du tout une blague. C'est que faire des trous, il faut se payer du coup les moules. Alors, si on les fait en impression d'argile, faut quand même payer l'utilisation des robots. Il faut dire qu'il faut être précis dans la fabrication, c'est-à-dire qu'insérer la cage, il faut qu'elle ait des tolérances qui soient un peu plus précises que pour une poutre pleine. Donc il y a un petit peu plus de main d'œuvre. Et dès qu'on a un petit peu plus de main d'œuvre, les coûts explosent. Ouais.
C'est sûr que pour aller gagner 1 mètre cube, on se dit, ah, c'est bien, on a gagné 300 euros. Bah, en fait, ça paye même pas l'ingénieur qui a redessiné. Donc oui, ça coûte plus cher. Après, il faut imaginer qu'on se mette dans un contexte effectivement déjà plus industriel. Et après, quid du coût de la matière dans les années ou les décennies à venir, où là, effectivement, aujourd'hui, ça coûte rien, mais peut-être que demain, ça coûte beaucoup plus cher. Et que voilà, si les courbes s'inversent, l'équation économique sera très différente. C'est un sujet Ça qu'on répond à la voit. question. La proportion, on la connaît ou pas? Pas encore. Quand on dit que ça coûte plus cher, c'est quoi? C'est plus 10%, plus 50%? Ça, on n'a pas fait le point là-dessus. D'accord, ok. Non, c'est juste que si on fait vraiment juste des moules sur mesure là, sur le parking de Drancy, on a été sur 5 000 € juste pour faire des trous et pour gagner 1 mètre cube de béton. Donc 1 mètre cube qui coûte allez, 300 €, voilà, il est un peu, c'est pas terrible. Mais c'est parce que c'était aussi des moules là pour le coup à usage unique, et qui n'est pas l'idée du projet à long terme. Bah, du coup, tu viens de le dire, mais enfin, même, Drancy, ça restera un prototype en un sens, quoi. Pour l'instant, on n'a pas industrialisé. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment, pour l'instant, on n'a pas vraiment de business plan d'une usine de poutres industrialisée, donc on a du mal à estimer ce gain économique. Bonjour, Benoît Canal de Vinci Construction Grand Projet. Vous avez, quand on regarde l'image, là, on se dit, on peut aller plus loin. On a l'impression que le béton, là, il fait juste qu'enrober l'acier, enfin, au moins sur les tirants. Est-ce que vous allez continuer dans vos projets de recherche là, est-ce que vous allez plus loin pour enlever le béton, en fait? C'est une piste. Et alors, par exemple, sur l'étude paramétrique, on estime que le béton qui sert à enrober l'acier, donc tout le béton qui est dans la partie inférieure et au niveau des tirants, ça représente entre 25 et 50% de la masse des bétons des poutres optimisées, donc ça reste énorme. Donc il y a plusieurs pistes pour réduire ces quantités qui seraient d'utiliser des armatures composites ou des aciers inox ou autres. Mais pour l'instant, on ne les a pas trop explorés. Et puis après, il y a quand même une partie de ce béton qui sert à transférer les efforts d'un matériau à l'autre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas non plus descendre, enfin même s'il n'y avait pas de problème vis-à-vis de la corrosion, on aurait du mal à descendre en deçà de certains enrobages. J'avais juste une remarque par rapport à la question des coûts. Enfin, je pense que ce serait intéressant d'avoir les retours de vos premiers prototypes. Et puis après, comme vous l'avez souligné aussi, il y a des gains indirects sur le poids, enfin, sur la structure totale, et puis le fait que ça puisse interagir notamment avec les gains techniques. Et on l'a vu sur l'impression 3D, par exemple, sur des projets qui avaient été menés avec Xtree. En fait, quand on va intégrer ce type de composants dans l'économie globale du projet, il y a certains éléments qui apportent du gain de temps, par exemple, qui vont permettre de gagner en productivité sur des projets de bâtiments. Donc ce serait intéressant d'avoir aussi la big picture une fois que ça interagit avec toutes les opportunités que ça apporte. Et bonjour, donc Sébastien Petit du département technique de Fraissinet. Une question brute comme ça. Est-ce que vous avez eu tout de suite l'idée d'imprimer le coffrage plutôt que d'imprimer la poutre? Ou est-ce que vous avez vu les déboires de vos collègues qui ont commencé à imprimer des poutres? Et puis bon, on devine à travers toute l'étude structure qui est faite que évidemment il faut mettre les aciers là où ils ont besoin d'être concentrés, donc avec un béton armé relativement traditionnel. Mais est-ce que quand même vous envisagez d'utiliser des bétons fibrés, des BFUP, quoi? La question se pose forcément à un moment. Alors, je vais répondre peut-être à la deuxième partie où c'est justement l'idée de ce qu'on veut continuer avec le lab. C'est vraiment, quand je disais d'aller triturer la poutre, c'est de peut-être jouer effectivement sur d'autres bétons qui vont nous permettre aussi de réduire l'enrobage. Donc, comme on venait d'en parler, il y a des gains induits par ça. On veut regarder la pré-contrainte aussi.
Attends, je me souviens plus de ta première question. Ah oui, bah ça, je sais pas, on voit plus une poutre avec des trous, donc je pense que ça a été quand même assez naturel qu'on ait envie plus de coffrer le vide. Puis il y avait quand même cette cage d'armature, donc on se voyait peut-être pas imprimer autour des... Ouais, enfin ça c'est... Puis c'est le point de départ du projet, de se dire qu'on veut rester dans le cadre des Eurocodes pour avoir des applications à moyen terme. Or aujourd'hui, l'impression béton, elle n'est pas du tout normée. Et puis effectivement, comme je disais, il y a plusieurs tests sur l'impression béton au laboratoire Navier, donc on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas prêt de faire des poutres imprimées en béton encore. Ouais, bonjour, Clément Jacquemart de Sogea Atom. Moi, j'ai une remarque que je trouve extrêmement parlante quand on voit cette image-là, et puis aussi quand on entend le sujet de l'architecte qui veut encoffrer la poutre de la gare, c'est qu'en fait, on a envie de penser que ce type de projet doit impérativement s'accompagner d'une remise en cause peut-être un peu plus profonde du point de vue géométrique du bâtiment et non pas que d'une approche technique. Typiquement, là, le pont qu'on peut voir, on a effectivement des poutres qui sont très optimisées, mais on a des corniches qui n'ont pas réellement de rôle structurel et qui sont complètement en béton. On a, pareil, un travail probablement sur les chevêtres et sur les piles. Donc, en fait, je pense que la difficulté, alors je ne sais pas comment vous pouvez approcher ça, mais on va avoir aussi un travail sur comment est-ce qu'on visualise et comment est-ce qu'on envisage un ouvrage, quoi, avec l'apport de ce type de technique, quoi. C'est pas qu'il y a un problème technique. Ouais, complètement. Là, c'est vrai que les deux projets, que ce soit Drancy ou la SGP, on arrive sur le tard des projets finalement où la conception est déjà figée et on essaie juste de remplacer des poutres traditionnelles. Mais c'est un peu l'objet de ce qu'on va essayer de faire maintenant, de se placer plus en amont de la conception des projets, rencontrer éventuellement des maîtrises d'œuvre pour voilà, qu'on puisse avoir un impact effectivement sur cette conception et pouvoir aller plus loin que juste remplacer les poutres, mais repenser un peu plus profondément les typologies structurelles des ouvrages. Juste pour compléter, il y a une approche des architectes, vous avez des retours d'architectes sur ce type de projet? Pas encore? Non, on n'a pas... Là, on commence tout juste à déployer, enfin voilà, à communiquer un peu, mais non, pas encore. Après, c'est sûr que si c'est pour que ce soit caché par des faux plafonds, bon, ils s'en foutent un peu. Je pense que sur les ouvrages, en plus, c'est là qu'il y a le plus de gains parce que les poutres, évidemment, pèsent beaucoup plus dans le poids total de l'ouvrage. Donc, très honnêtement, là, c'était juste pour montrer qu'on peut remplacer des poutres pleines, mais le pont est assez moche. Donc, peut-être en travaillant effectivement l'architecture globale, on pourrait arriver à quelque chose où on se dit, waouh, quand même, ça vaut. On gagne du béton et en plus, c'est joli, ça va se. Alors vous avez été lauréat du prix de l'environnement Vinci. Non. Pas vraiment, non. Pardon, en tout cas l'initiative était remontée, vous avez failli. Et le grand prix, c'était le béton bas carbone. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut mettre du béton bas carbone? Bien sûr, on parle beaucoup avec Bruno et le but, et lui-même le dit, Exégie, c'est tout, c'est des solutions béton. Donc c'est à la fois le matériau et la forme. Donc évidemment, quand on va réussir à associer tout ça et à faire peut-être une image de pont très jolie, très bas carbone, avec du béton bas carbone, des formes optimisées, bah oui, on aura tout gagné et on pourra dire, voilà, Vinci, ce sont les plus vertueux. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, je rebondis un peu sur la remarque de Benoît. Vu que ça ressemble énormément, évidemment, à une poutre métallique traditionnelle, est-ce que ça aurait été pertinent dans l'exercice de l'ACV comparatif que vous avez fait, point de vue illustratif, pédagogique, de montrer, et si je fais l'ACV de la même poutre métallique, où je me situe? Et d'ailleurs, je n'ai aucune idée. Est-ce que vous avez une idée ou comment on se situerait le même pont en métal? Alors, Xavier Hullard a posé la même question quand on a pitché le projet pour le prix de l'environnement. Et la réponse qu'on a donnée à l'époque, et je pense qu'elle est assez vraie, c'est qu'aujourd'hui, si on veut faire un pont en poutre métallique, les profilés sont quasiment toujours faits à partir d'acier primaire. Donc hyper impactant. Donc je pense qu'on est gagnant avec une poutre béton. Mais encore une fois, c'est un peu
la réponse que donne Nicolas tout à l'heure. Avec le lab, c'est un peu ce qu'on veut faire, d'essayer de pas se comparer uniquement par rapport à une poutre conventionnelle, mais de chercher quelle est la meilleure poutre pour franchir une certaine portée en regardant qu'est-ce qui se passe si on change la formulation de béton, qu'est-ce qui se passe si on fait du béton précontraint, qu'est-ce qui se passe si on fait une poutre métallique. Après, ceux qui savent des ACV savent que construire un modèle, c'est très très long. Donc déjà, avoir cette comparaison, c'est presque 6 mois de travail. Donc en fait, voilà, ça prend du temps. Comme j'ai dit en intro, les projets qui sont dans le cadre du lab, ils sont suivis par un groupe miroir. Donc si les différentes personnes qui ont réagi aujourd'hui et qui sont intéressées par intégrer le groupe miroir, ça peut aussi être intéressant de confronter les idées par ce biais. Est-ce qu'on a une dernière question ? Je crois qu'on a tout balayé. Peut-être vous signaler que cet événement sera disponible en replay sur le site du lab. Alors pour les gens qui sont dans la salle, si vous voulez revoir les équations, vous pourrez réviser sur le replay, et puis ce sera aussi accessible plus largement. On en fera la communication sur LinkedIn. Notre prochain événement aura lieu ici, c'est le 15 septembre, sur l'architecture bioclimatique, avec des retours d'expérience d'architectes qui utilisent des outils de design pour des bâtiments présentant une forte efficacité énergétique grâce au bioclimatique. On va aussi parler de sobriété dans les usages avec Bruno Peuportier. Le 20 septembre, on a également une conférence en préparation qui sera chez Léonard sur les questions de mobilité décarbonée, où on parlera des travaux de André Breteau, donc ancien de Vinci Autoroute, et également de micromobilité avec Lionel Grain de Vinci Construction, qui est en charge de l'innovation au niveau des routes en France. Et d'ici là, je vous incite à applaudir à nouveau Sébastien et Nicolas. Et puis je vous souhaite bon appétit et puis un bel été à ceux que je ne reverrai pas d'ici la rentrée. À bientôt. Pour ceux qui ont un badge visiteur, je vous remercie de bien vouloir le laisser à l'accueil. Merci. Merci beaucoup, Rosa.